parler, comme vous l'avez compris, du volet handisport, toutes ces productions d'histoires de vie, de héros des temps modernes. Et comme je sais que Michael et Philippe, vous êtes un petit peu pressés, on va justement commencer par vous, par vos productions. D'où est venu le fait de faire un documentaire, de se dire on va se lancer? Très rapidement, la petite histoire. Un an avant la fin de ma carrière, en 2015, je rencontre une productrice et je lui dis tu peux pas présenter un réalisateur parce que je voudrais raconter ma vie, mon œuvre avant de prendre ma retraite. J'avais l'impression, et je pense toujours que c'est le cas, que ma vie pouvait faire écho à pas mal de sujets. Non mais humblement, à la limite. Très humblement d'ailleurs. Je dis ma vie de papa, je devenais papa cette année-là. Porte-drapeau, la reconversion professionnelle, sportive de niveau, en tout cas toutes ces questions-là. Et donc on s'est rencontré avec Philippe, qui lui était réalisateur et producteur dans le passé. Et donc on a voyagé ensemble, on a appris l'un de l'autre, on est devenus amis et on a décidé en fait, au regard de nos colères saines, mais de nos colères communes, de la façon dont on voit le monde dans lequel on vit, la manière dont on consomme aussi du documentaire, des films, des fictions, on s'est dit peut-être que nous on a quelque chose à raconter ensemble et à apporter. Et donc on a créé notre boîte de prod, les gros films. On s'est dit qu'on allait faire des films qui allaient raconter en tout cas des histoires de populations dont on parle peu, ou dont on ne parle pas, ou dont on parle mal aussi parfois, parler de minorités discriminées, et pas uniquement et exclusivement dans le sport. Il s'avère qu'il est fan de sport, il est un peu moins bien réussi que moi dans le tennis, mais il me bat maintenant, vu que je suis à la retraite. Mais pour le coup, le sport pour nous est évidemment un outil, on en parlait ce matin, un outil politique, social très fort, et donc on a voulu raconter ça. Et donc We Are People, c'est né aussi des échanges qu'on a eus. C'est finalement mon histoire, elle est intéressante, mais comme plein d'autres histoires, mais elle était intéressante si elle servait la grande histoire. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point on est ignorant de notre propre histoire. Moi, je pensais que j'étais un mec éclairé, que je connaissais très bien l'histoire du handicap à travers le sport, et en fait, pas du tout. Et donc, avec Philippe, c'est lui qui a réalisé We Are People, moi j'étais la voix off du documentaire, et ben, on allait rencontrer ces hommes et ces femmes qui ont fait et qui ont contribué à qu'aujourd'hui on soit des citoyens un peu plus proches de vous, c'est-à-dire en termes de droits. C'est-à-dire que le sport, ça nous a aidés à devenir plus des citoyens par entière. Et voilà, et après, ça a été le travail, tu en parleras mieux que moi, mais travail évidemment de recherche pour aller chercher ces hommes et ces femmes qui ont fait l'histoire, qui sans le savoir ont ouvert des portes pour les autres. Et voilà, et aujourd'hui, peut-être le sport a été l'outil le plus puissant pour nous permettre à nous d'être chaque jour un peu plus exposés. Je ne parle pas de sport de haut niveau et de Jeux paralympiques, je parle vraiment au quotidien pour pouvoir être un voisin, un collègue, un ami, finalement un citoyen comme les autres. Et le nouveau projet, en tout cas, est dans cette lignée-là, c'est-à-dire de s'intéresser à une nouvelle fois à quel point le sport peut être utile. Est-ce que c'était une continuité par rapport à ton livre? Parce qu'il y a un livre qui raconte ton histoire. Est-ce que pour toi, c'était une continuité, un plus, une ouverture? C'est la continuité en fait, de mon parcours de vie, moi, pas depuis 24 ans, depuis que j'ai eu mon accident, mais depuis une quinzaine d'années. C'est en fait, tu prends conscience que tu es privilégié. Ça n'arrive pas au tout début. Au début, tu bouffes la vie, tu fais pas trop attention, mais moi, je me suis rendu compte que j'étais un privilégié dans le monde dans lequel on vivait, et pas uniquement au sein de la minorité à laquelle j'appartiens, de manière globale et sans faire de démagogie. J'ai un toit, j'ai à boire, j'ai à manger, mais quand même, donc je suis un privilégié, même si j'ai le cul dans un fauteuil roulant. Et donc ensuite, une fois que tu prends conscience de ça et que tu as été élevé plutôt bien, tu t'engages et tu essaies de faire des choses pour les autres. Donc tu crées des structures, mon association, puis des boîtes, puis tu fais des films, puis tu réponds à des interviews, puis à des docs, et puis un jour tu te dis, bon voilà, tu as fini ta carrière, tu n'as plus cette tribune qui est le sport, donc quelles sont tes tribunes? L'audiovisuel est une tribune extrêmement puissante, le film peut être un outil extrêmement puissant, donc voilà, puis c'est aussi une belle rencontre, parce que moi j'ai pas eu besoin de convaincre Philippe d'être un mec engagé, d'être un mec bien avant moi. Il a fait déjà beaucoup de films sur le handicap et pour le coup aussi sur le handicap mental. Donc oui, on s'est bien trouvé. Et justement, Philippe, de produire ces documentaires, ces films, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne montre pas, ou il y a des choses que c'est compliqué à montrer parce que la société n'est pas prête, ou est-ce que peut-être l'individu lui-même ne se positionne pas en disant je ne suis pas à l'aise pour montrer certaines choses? Est-ce qu'il y a des tabous encore? De manière globale, dans tout ce que vous avez pu filmer, réaliser. Alors moi, je ne me suis jamais fixé de limite par rapport à ça. L'attitude que j'ai adoptée dès les premiers films que j'ai fait sur la question du handicap et sur les personnes handicapées, je me suis en fait j'ai toujours pensé, et je le pense toujours, et je pense que c'est un peu ça le nerf de la guerre,
c'est que la société regarde les personnes handicapées comme des personnes handicapées. Donc il y a personne et handicapé, c'est toujours défini comme ça. Moi, je regarde des personnes. Et je filme des personnes. Et je raconte des histoires de personnes. Il se trouve qu'ils ont un handicap. Bon, bah, ok, c'est un des éléments de leur, qui va les définir en partie, mais c'est pas ce qui les définit. Et la société, je trouve, a tendance un peu trop à définir la personne handicapée comme la personne handicapée. Donc, non, moi, j'ai pas de tabou. Je filme la personne comme elle est. Si la personne est mal à l'aise, mais ça, je pourrais le faire avec n'importe quelle autre personne que je filmerais. Bah, je prends en compte son malaise ou j'essaye de faire en sorte qu'elle soit dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir participer au film qu'on est en train de faire. Mais non, je trouve que justement, il faut pas... je me souviens d'un des films que j'avais fait où j'avais... je filmais des personnes malvoyantes qui étaient dans une école en Tchécoslovaquie et qui faisaient de la sculpture. Et en fait, ils participaient à un long programme sur 2 ou 3 ans pour devenir sculpteur et en même temps professeur pour pouvoir enseigner ensuite à d'autres personnes malvoyantes. Et j'avais fait un très long plan qui durait, je sais pas, peut-être... à l'époque, ça commençait à déjà être un long plan de 30 secondes, je crois, à peu près 40 secondes, où j'avais demandé aux sculpteurs de se mettre les uns à côté des autres. Ils étaient tous non-voyants, donc je les filmais, ils ne me voyaient pas, mais ils savaient que je les filmais. Et je laissais le plan durer très longtemps comme ça. Et plein de gens s'offusquaient de ça. Et considéraient que que c'était indécent, que c'était pas bien. Mais plein de gens, les regards de la société, les plein de gens qui étaient dans votre non, les gens, les équipe, spectateurs, les gens spectateurs. qui regardent. Non, pas les gens de l'équipe. A priori, j'essaie de l'entourer de gens qui connaissent à peu près que moi. Ça peut les surprendre et changer leur regard également. Ouais, finalement. généralement, je les garde. Je ne vais pas bosser hyper longtemps avec eux. Non, je parle vraiment des gens qui regardaient, qui pouvaient être amenés à regarder le film. Et alors, pas tout le temps, hein, mais certaines fois. Et j'avais pas de manière... je manipulais personne, mais par contre, j'avais envie d'obliger tout le monde à se retrouver face à une personne qui ne voit pas et qui la regarde dans les yeux. En sachant que le plan était suffisamment long pour que les spectateurs, au bout d'un moment, puissent comprendre qu'il y avait un deal qui était passé entre eux et moi. Et que donc, si ce plan durait aussi longtemps, c'était pas parce que j'avais triché ou que je les avais... il était mis en scène de telle manière à ce qu'on comprenne que véritablement il y avait une relation qui s'était instaurée entre nous. Et du coup, certaines personnes étaient pas à l'aise et donc le manifestaient. Et j'en étais un peu désolé pour eux. Et en même temps, ça traduisait aussi la difficulté que notre société a à regarder, en l'occurrence là, des personnes qui ne voient pas, mais le handicap, bon bref. Et là, on peut parler de tous les sujets qui ont trait à la discrimination en général et de la difficulté de parler de sujets comme cela. Et justement... Je peux te dire juste un mot parce que ça me fait penser à quelque chose. En fait, quand on a commencé à travailler ensemble avec Stéphanie, on a travaillé sur un documentaire sur Alex Beau, qui a eu un accident grave aussi, qui est devenu paraplégique. Et pareil, ça me fait penser à ça, c'est qu'il y a un plan dans le film qui est très long aussi, où son challenge c'était de remonter sur son fauteuil. Et pareil, c'est hyper dur parce que ça dure des plombes, et nous on est là en tant que spectateurs, et ça nous met face aussi à notre rapport direct au handicap. Et voilà, ça me faisait juste penser à ça, j'avais envie d'en parler. Mais c'est le débat sur les Jeux Paralympiques, la diffusion des Jeux Paralympiques. Combien de fois on nous a dit les gens ne sont pas prêts? Moi, je me suis foutu sur la gueule avec des directeurs de chaîne, des directeurs de Daniel B que j'embrasse, qui a pris sa retraite depuis, mais le service des sports de France Télévisions, pour ne pas le nommer. Il dit, mais en fait, les gens s'en foutent, les gens, ça leur fait peur. Et moi, la première fois que ma mère est venue aux Jeux d'Athènes, quand elle va à la natation, où votre outil, c'est pas une raquette de tennis ou un fauteuil, ou si toi tu te mets dans un fauteuil à côté de moi, on ne sait pas qui est handicapé, on ne le verra pas, peut-être dans la façon de jouer au tennis, mais ça se trouve que tu joues très bien au tennis. Mais c'est que ton corps qui est outil de travail, ton corps abîmé, ton corps amputé, ton corps brûlé, et bien effectivement, il y a eu tout un travail qui a été nécessaire de juste de... Ok, on ne peut pas dire que c'est pas un sujet.
ce serait même 24 ans plus tard, après, je ne peux pas dire que c'est pas un sujet, je peux pas dire, et si on s'en fout qu'il n'ait pas de bras, pas de jambes et qu'il nage, ou que lui, il ait peut-être des malformations, pourquoi ça te choque? On peut se poser la question, évidemment, mais ça choque parce qu'en fait, on n'a jamais vu. Et donc nous, nos responsabilités, quand on fait des films, en fait, c'est de montrer, mais pas pour faire du voyeurisme, pour banaliser la différence. En fait, tu contribues à ça. Et en montrant des corps qui ne sont pas les corps qu'on voit uniquement dans des magazines, qui ne sont pas d'ailleurs, il faut le dire, les vrais corps de la vie, mais pour le coup, si on montre la société telle qu'elle existe et la diversité telle qu'elle existe vraiment, après, ça n'est plus un sujet. Et donc, on consommera les Jeux paralympiques comme les Jeux olympiques. Là, on se dit comment on va faire, mais parce qu'en fait, personne n'a fait ce travail-là en amont. Mais aujourd'hui, regarder des athlètes paralympiques qui font du sport, c'est pas plus con que regarder des athlètes olympiques qui font du sport. Et leur corps, ils sont pas plus différents que quelqu'un qui fait du lancer de marteau et qui a des bras et des cuisses qui font 4 fois les vôtres. Bon, ben là, c'est spécifique à ça. Donc, il y a un travail pédagogique à faire dans le fait de montrer, mais pas juste pour, encore une fois, faire du voyeurisme, montrer parce que ça fait partie de la vie. Et justement, dans une interview, tu disais très bien, avec ce documentaire, on souhaite faire bouger les lignes. Est-ce que vous avez senti, avec Philippe, un avant et un après We Are People? Parce qu'il a quand même fait beaucoup de bruit. Parce qu'il est bruyant et bavard, mais non, mais ça correspond bien au personnage. C'est ça. Non, mais là, je pense que non, mais humblement, on contribue, mais comme tous les gens ici qui font des films, on contribue à un moment à apporter notre petite pierre à ce combat-là, qui est la question de la juste place de l'individu dans la société. Non, notre plus grande fierté, c'est que We Are People, au-delà des retours qu'on a eu, on a eu et de toutes les classes de la société, de tous les âges, de toutes les origines, et pas uniquement du monde du handicap. On a eu vraiment des retours très 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 positifs, engagés, et pas du tout uniquement du milieu du monde du handicap, parce que ça, évidemment, c'était un sujet, mais on voulait que ce soit beaucoup plus global. Non, c'est nous l'enjeu, et c'était un enjeu aussi pédagogique, et le fait que le film ait été racheté, en tout cas avec le ministère de l'Éducation nationale, et donc mis à disposition de tout le corps enseignant dans les collèges, lycées, universités, pour nous, c'est gagné. En tout cas, c'est gagné, parce que c'est eux le combat. Genre, vous, c'est trop tard. Quand je dis vous, c'est trop tard, on va continuer à essayer de déconstruire ce qui vous a formaté depuis longtemps, mais c'est la jeune génération. Moi, j'ai un gamin qui a 8 ans, jamais ce sera un sujet pour lui de cohabiter ou d'évoluer avec une personne handicapée. Jamais il aura des attitudes que nous, on n'a pu avoir, parce qu'on était ignorants, parce qu'on avait peur, parce qu'on ne savait pas faire. Donc oui, et nous, en tout cas, c'est une aventure qui nous a montré qu'on était au bon endroit et qu'on pouvait, avec un film, contribuer à ce combat que plein de gens ont mené avant nous et plein de gens après nous. Et que ça devienne aussi un outil pédagogique qui vit et revit d'année en année. Oui. Il n'y en a pas eu 50 de films sur ce sujet. Oui, il y en a pas. En fait, sur ce sujet-là spécifiquement, il n'y avait jamais eu de film qui essayait de raconter, sur tout handicap confondu, toute cette histoire-là. Donc c'est ça aussi qui fait d'une certaine manière, et moi franchement, pour le coup, je pense que l'un comme l'autre, on a à cœur qu'il y ait d'autres films qui viennent s'agréger dessus comme un millefeuille, parce que il y a encore vraiment énormément de choses à raconter sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, la grande difficulté, c'était justement d'essayer d'aborder tous les handicaps. Parce que souvent, on parle si on s'était réduit qu'à la question de la mobilité et du macaron, pas du macaron, mais du logo de la place de parking, qui correspond à, je suis désolé Mick, mais juste 2% de la population des personnes en situation de handicap en France, bon, ça aurait été limitant. Et justement, c'est aussi un des trucs, alors moi, je trouve qui était important pour nous, c'était de se dire, le handicap est vécu comme quelque chose, comme une sorte de gros magma, dans lequel souvent on dit le handicap. En fait, le handicap, c'est des milliards de réalités. Je prends juste un exemple, mais on parle d'autisme. Okay, l'autisme, tout le monde a en tête, pour une certaine génération, le film Rain Man. Et pendant des années et des années, tout le monde a pensé que l'autisme, c'était Rain Man. Bon, Rain Man, c'est syndrome d'Asperger. L'Asperger, c'est 2% de la population qui est touchée par l'autisme. Bon. Et chaque personne autiste est un autisme en lui-même. Donc, et chaque réalité, ça va de la personne qui va vouloir manger, au sens premier du terme, ses parents, et qu'il va falloir mettre sous camisole chimique, et vraiment presque l'enfermer, parce qu'il va être violent, etc., à la personne qui va juste avoir des troubles de comportement dans ses interactions sociales, mais qui sont gérables et qui peuvent
quand même lui permettre d'avoir un boulot. Donc le spectre, il est mais énorme, et je parle de ça, mais après on va parler du handicap psychique, ensuite on va parler du handicap physique, et on va tous de ce qui est lié aux maladies chroniques. Bref, et chaque réalité, chaque personne induit un truc. Quand les ministères arrivent, nous parler on va régler le problème du handicap, etc. Mais en fait, il faut vraiment, à mon avis, réfléchir à l'idée qu'il faut trouver des solutions presque adaptées pour chacune des situations. Sur la scolarisation, si on devait prendre que ce sujet-là, et après je vais arrêter parce que sinon je vais vous saouler pendant 3 heures. Oh, vous partez dans 20 minutes, donc ouais. Mais non, mais bon, on n'est pas les seuls à intervenir, et je pense que tout le monde a plein de choses à dire. Mais juste sur l'école, on parle de l'école inclusive, bon, très bien. Mais la difficulté, c'est qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas être inclus dans l'école dite traditionnelle. Même si on les aide, même s'il y a des AVS, même si donc les AVS, c'est les assistants de vie scolaire, bref. Il y a des jeunes et des moins jeunes qui, à un moment donné, vont pas trouver de place dans la société parce que c'est pas possible, compte tenu de ce qu'ils sont. Donc, il faut, et il y a des expériences qui existent, pas seulement en France, mais dans d'autres pays, où on va créer des espaces adaptés qui, pour chacun, vont répondre à la spécificité d'un groupe, d'un petit groupe. Alors, des fois, ça va correspondre à 2000 personnes, d'autres, ça va être 5000, d'autres, ça va être 10 000. Mais si on ne fait pas cet effort-là, si les pouvoirs publics ne réfléchissent pas comme ça, n'interrogent pas les vrais professionnels, ceux qui sont sur le terrain et qui savent exactement comment ça fonctionne, à mon avis, on va continuer à avoir des années et des années de merde sur tous ces sujets-là. Il y a un téléfilm là, qui sort sur France Télévisions qui raconte l'histoire d'une femme qui finit par faire un infanticide parce qu'elle vit avec un enfant autiste. Bon, bah, c'est des situations de crise dans lesquelles plein de familles sont aujourd'hui, et qu'il y a énormément d'enfants qu'on ne peut pas mettre à l'école et qu'on est obligé d'envoyer en Belgique, à la frontière derrière. Donc c'est avec l'argent de la sécurité sociale française qu'on va payer des instituts en Belgique, parce que là, ils accueillent suffisamment les enfants notamment autistes. Et là, on se dit, mais merde, c'est n'importe quoi, des familles qui habitent dans le sud, qui sont obligées de se délocaliser, qui sont obligées de partir, avec des enfants qui, eux aussi, vivent ce délocalisation. Bon, bref. C'est l'inverse, c'est moins gênant d'aller de Belgique dans le sud. Ouais. On va se dire, c'est pas si mal. Ouais. Bon, bref, tout ça pour dire que... Pardonnez-moi. Non, mais c'est riche, c'est important de dire ce que vous avez à dire sur le sujet. Et justement, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont dans la salle, We Are People, c'est vraiment le parcours de plusieurs personnes en situation de handicap, ce qui fait la vraie différence aussi avec votre documentaire sur De l'or dans les yeux. Vous avez vous avez choisi plutôt le handicap mental pour le coup, et vous avez suivi le parcours de 3 athlètes français qui étaient aux Jeux d'été spécial olympique à Berlin. Donc ces 3 athlètes, Jordan, Coraline et Souleymane, si vous pouvez aussi en parler. Je pense qu'il y a ce rapport à la performance qui était peut-être très différent dans la captation du handicap. Oui, et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on est hyper connectés, parce que dans We Are People, il y a quand même tout un passage sur Special Olympics qui aborde plutôt la partie historique, parce que c'est des événements qui ont été créés par la famille Kennedy dans les années 60, en rapport à la sœur Kennedy, Rosemary, qui avait eu une lobotomisation, enfin un truc atroce, et parce que pas parfaite par rapport aux frères et sœurs, et du coup, devenus déficientes intellectuelles, ils ont été hyper concernés par le handicap mental, et ils ont créé les Jeux Special Olympics. En tout cas, ce qui me concerne, moi, c'était une découverte, le milieu découverte non, parce qu'on a fait quand même pas mal de films sur la trisomie 21, mais là, c'était une expérience quand même unique d'aller à Berlin. Comme je disais tout à l'heure, c'était quand on est arrivé au stade olympique à Berlin, donc déjà, au niveau historique, c'est un peu choquant, j'ai envie de dire, parce qu'il y a toute l'histoire qui va avec, et effectivement, quand Hitler commande à Leni Riefenstahl un film sur les dieux du stade, enfin qui s'appellera Les dieux du stade, sur la perfection du corps et la performance à outrance, bah nous on a fait l'inverse. On a célébré la différence et
et le handicap en fait, et ça a été un moment exceptionnel pour nous. Ça a été un grand moment. Et ce choix de se concentrer sur un handicap en particulier, c'est justement pour mettre l'accent sur cette spécificité, comme vous pouvez aussi en parler. Alors, dans les Special Olympics, il y a plusieurs handicaps. C'est vraiment tous les handicaps mentaux. Qu'est-ce qu'on peut... Je ne sais pas. Oui, c'était quoi la question? J'ai perdu. C'était vraiment sur mettre l'accent sur un handicap plus qu'un autre. Là, je parlais justement du handicap mental. Vous me dites qu'il y avait quand même plutôt plusieurs handicaps. Est-ce que vous avez vraiment souhaité mettre l'accent? Vous parlez aussi que vous avez fait des documentaires, films sur l'autisme. Est-ce que l'objectif était de parler de cette spécificité du handicap ou plutôt dans sa globalité? En fait, tu as dit un truc que je reprendrai. Il y a pas, le handicap, ça veut rien dire en fait. Parce qu'il y a tellement, le spectre, le champ des possibles du handicap est tellement large. Et on dit autiste Asperger, mais ça veut rien dire parce que chaque individu, en fonction de son évolution, de l'environnement immédiat, de la famille, de l'accompagnement, des stimuli, de la bienveillance, de l'amour, ne va pas avoir la même évolution. Et je pense que tous les handicaps, je pense que les personnes sont porteuses de particularités, mais le monde du handicap, c'est insondable en fait. Chaque famille, chaque individu, il y a des mecs qui sont en fauteuil qui vont se débrouiller beaucoup. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup tourner en maison d'accueil spécialisée avec un grand spectre, enfin une grande déclinaison de particularités. Tout dépend de l'individu, de son accompagnement, de son tempérament, de sa vie, voilà. Mais pourquoi on a choisi ce film-là? Je pense que les films, on les choisit pas, elles viennent à nous déjà. Moi, on me dit souvent, mais t'en as pas marre de filmer le handicap? Je dis, j'ai pas choisi en fait. D'accord, ça c'est. J'en sais rien du tout, figure-toi. Non, rien, même pas. Non, non, mais c'est ça qui est curieux, c'est qu'on me dit pourquoi. Il se trouve qu'après, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes avec lesquelles vous êtes mieux que les autres. Donc, oui, je sais pas, il y a des endroits où tu te trouves bien. Donc, quand les films viennent à toi, tu dis, ah ouais, chouette, on va plonger un petit peu là parce que l'eau est plus chaude et c'est agréable. Donc, c'était quand on nous a parlé des Special Olympics, c'était une vieille camarade productrice qui m'a appelée, qui m'a dit, il faut que tu m'aides, j'y arrive pas, ça fait 10 ans que je veux le faire, j'y arrive pas, viens. Je dis, mais je peux pas, c'était sur le cancer du sein. Je dis, je suis cancer en ce moment, donc non, c'est pas drôle. Mais bon, c'était cancer du sein. Et j'ai dit, écoute, je peux pas, ça va être compliqué. Et j'ai décidé de m'associer avec Fabien, qui avait monté une quinzaine de films auparavant qu'on avait fait ensemble. Et on y est allé parce qu'à la rencontre des premiers athlètes, on était bien. On était bien avec eux et on a eu envie d'y aller parce que je trouve que les narrations sont douces. Elles sont avec, comment dirais-je, la lumière de certaines candeurs nous apprennent à oublier les terreurs de nos vies finalement, le handicap mental que nous avons filmé à travers une déclinaison d'Asperger et de la trisomie 21. C'était très agréable de pouvoir raconter le parcours de ces êtres, alors évidemment qui connaissent la pénibilité, l'isolement, la solitude, la précarité, voilà, la moquerie, la douleur, le harcèlement, etc. Je ne dis pas que le handicap mental, voilà, mais en tous les cas, nous, puisqu'il s'agissait de faire un film, nous avions envie de raconter la vie de ces individus parce que nous étions bien avec eux, on avait envie de les accompagner dans cette aventure. Et voilà, il y a eu quelque chose de très agréable. Donc, c'est très égoïste en fait. Je crois qu'on choisit de manière très égoïste de s'emparer de sujets qui nous font du bien. Puis je crois que la carrière d'un réalisateur est très éphémère. C'est une carrière en pointillé d'intermittence et qui est faite de désert aussi.
Alors si on peut traiter de sujets qui possiblement vont nous faire évoluer, grandir ou nous éclairer un peu sur la condition humaine, c'est plutôt plaisant. Mais il n'y a pas de raison, je n'ai pas d'enfant handicapé ou alors porteur de handicap, ça c'est sûr parce qu'on est tous porteurs d'un handicap, surtout les miens. Mais non, c'est un vrai choix. Je crois que quand on est amené à filmer, non pas la fragilité, mais la vulnérabilité ou des spécificités ou des existences atypiques, c'est un terreau qui est intéressant. Quelqu'un qui va bien et qui... Vos amis les plus sympathiques, les plus friqués, les plus équilibrés sont chiants au possible. Voilà, mais aussitôt que... Aussitôt que quelqu'un a une existence un peu rugueuse ou... Intéressant à quel point. Oui, à quel Voilà, une existence un peu rugueuse ou lorsqu'il y a des failles, des fossés, des aspérités, des contradictions, des antagonismes, des douleurs, c'est en tous les cas pour une narration et puis pour vous, vous allez davantage grandir face à des difficultés, je crois. Et parlant de difficultés, Michael parlait justement de difficultés face à certains diffuseurs. Est-ce que vous en avez eu, Stéphanie et Fabien? Est-ce que... En fait, elle vient de dire, notre productrice, elle a mis 10 ans avant de pouvoir avoir une chaîne qui s'intéresse au projet. 10 ans. Et quelle était la raison? Quelle était la réaction? De France Télévisions? Oui, par exemple. Je sais pas, j'étais pas dans les... Bon, moi, à mon grand âge, je peux bâcher, je risque plus rien. Moi, j'ai commencé mon premier film sur le handicap en 2010. C'était Arte. Je pense que la PDGR à l'époque d'Arte, qui s'appelait Véronique Kella, avait un vrai désir de parler sororité, de parler femmes. Et non, mais justement, je suis en train de faire l'éloge de quelqu'un qui avait envie de valoriser les femmes réalisatrices alors que l'on ne parlait pas encore de quotas, n'est-ce pas? Donc, il y avait un vrai souhait, je crois, de s'incliner face à mon opiniâtreté. Je pense que j'étais très très chiante parce que les premiers films, on est animés d'une rage à nul autre pareil, après on se calme. Mais j'avais cette vraie envie. Elle est venue, vous êtes programmé à minuit en général quand il s'agit de handicap. Et puis il se trouve que le film a fait un succès, plus que le Viagra. Va savoir. Bon, il se trouve que mon héroïne, j'avais envie de parler de sexualité, d'érotisme et de montrer le corps en ouverture d'une femme nue. Donc tu parlais de plans, moi c'était mon premier film et j'aime beaucoup filmer les corps, mais je trouve ça indécent de filmer l'amour ou des choses comme ça scénarisées, c'est toujours pareil, le plaisir, le désir, ça, des gros clichés qu'on a, et je la trouvais très très belle dans sa douche, sur son fauteuil adapté. Je trouvais que les efforts et tout ce qu'elle mettait en place pour se tenir avec dignité, se sachant filmer, je trouvais que les courbes de son corps, qui finalement tatouées, amoindries, abîmées, je trouvais que c'était très très beau. Donc je crois que ça fait presque 1 minute en ouverture sur des petites gouttes qui tombent sur un corps courbé. Et voilà, et j'ai eu envie de raconter ça, puis de raconter aussi que c'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant qu'on peut pas faire pipi toute seule et qu'on ne comprend pas quand on nous parle, qu'on n'a pas envie de faire des photos érotiques, de chercher des gars sur Tinder. Et c'est vrai que c'était un peu plus audacieux que le Viagra finalement, puisqu'il s'agissait d'autre chose. Ça a fait un succès, et puis après, il faut dire un truc, parce que la vérité, elle est là, c'est que les chaînes, elles vous font confiance si vous scorez. Parce que si vous scorez, vous vendez du yaourt. Si vous scorez pas, vous vendez pas de yaourt, c'est pas intéressant. Donc quand le handicap vend du yaourt, ça marche. Je dis ça parce que pas sur Arte, hein, pas sur Arte, mais on s'est retrouvés sur M6 par exemple avec des téléfilms sur la trisomie 21 qui ont fait des succès qu'M6 n'avait pas fait depuis plus de 15 ans, avec des chiffres mirobolants et tout le monde s'affole et veut vendre de l'eau chez vous et du yaourt chez vous. Donc c'est ça, quand le handicap fait vendre, on vient vous voir. Si vous ne faites pas de chiffres, on ne va pas vous voir. C'est une industrie. Au cinéma, je viens de sortir un film, nous venons de sortir un film sur la maladie Charcot qui s'appelle Invincible l'été. Quand vous faites des festivals, quand vous décrochez des prix, quand vous faites des entrées, on vient vers vous. C'est juste une économie. Alors nous, on a des messages à divulguer, à diffuser. On veut porter une certaine parole par conviction politique, sociale, acte citoyen, peu importe, on a envie. Ou tout simplement parce que ça nous fait plaisir de parler de ça. Mais le but du jeu, c'est très compliqué parce qu'on est dans une industrie, donc il y a la conviction politique, mais aussi il faut faire un produit qui va plaire, parce que comme ça, on va nous laisser un petit peu d'espace. Donc c'est très compliqué. Le diffuseur, il est dans une position très compliquée. Quand TF1 fait Andy Gang, que nous avons fait avec Théo Curin, où c'est la première fois qu'on voit un garçon sans bras, sans jambes, qui à 21h met des prothèses, il se fait porter par sa maman, et fait des pompes tout seul, sans bras, sans jambes au sol. On me dit, tu vas monter ça? Et moi, je dis à mon monteur, ouais. Je dis, moi, vous voulez ce film? On le fait. Et alors, il y a des diffuseurs qui y vont.
si ça marche, c'est bien. Parce que les jeunes derrière qui vont arriver avec des films, comme tu le disais, millefeuille, nous, il faut qu'on pense à ça, à ceux qui vont arriver derrière avec des films, beaucoup de films. Mais si ça marche pas, il n'y aura pas d'autres films. Donc, c'est très ambigu. C'est un rapport de positionnement, de réussite et de nous laisser un petit peu d'espace pour parler de la différence. Pourquoi? Parce que tu disais que ton fils, c'est ça, de 8 ans, ce ne sera plus un problème. Bientôt, la question du genre, par exemple, pour les 14-18 ans, n'est plus un problème. Elle l'était pour nous. On pointait du doigt celui qui avait une autre orientation et qui s'habillait peut-être comme une fille alors qu'il était un garçon. Ce n'est plus un problème pour les autres générations. Moi, quand nous avons commencé à traiter de la trisomie 21, je me suis dit, le pari, ce sera qu'on aille vers ce gamin le lendemain matin et qu'on aille l'embrasser parce que c'est plus un souci. Moi, on me disait, regarde pas, ça va le gêner. Moi, j'ai envie que les parents disent, regarde-le, va l'embrasser. Et ça a été un vrai défi lorsqu'on a fait d'autres films avec des premiers rôles, avec des personnes en situation de handicap. Donc, c'est super pervers comme truc. Il y a une grosse difficulté, c'est que déjà le handicap, ça fait peur. Enfin, il y a tout un truc où, en fait, malgré tout ce qu'on voit et les avancements de la société, on a hyper peur, en fait. Ça fait peur, vraiment. Et même moi, au début, quand j'ai commencé à bosser avec Steph, parce qu'elle m'a embarqué. Bon, après, Steph, on est embarqué à vie avec elle. Donc, après, moi, j'ai découvert tout ce monde-là du handicap et je me souviens d'avoir eu peur la première fois que j'ai rencontré Alex et après, elle est venue en salle de montage. Et enfin, tout ça m'a ouvert, moi, plein de portes. Et je pense que tout ce qu'on a fait ensemble, le travail qu'on a fait ensemble et qu'on continue à faire, parce que là, on est encore sur un nouveau film qui est sur une personne en situation de handicap, c'est un combat parce que c'est hyper dur de convaincre les gens de nous suivre, quoi, à chaque fois. Parce que, voilà, entre les chaînes, et puis après, il y a les aides, il y a le CNC, enfin, bon, il y a toute une série de montagnes. Ouais. Leslie, justement, ça doit te parler d'aller défendre les films et documentaires diffuseurs, surtout quand on utilise aussi, quand on prend aussi des sujets face aux personnes discriminées et exclues de la société. Ouais, après, moi, je voulais justement profiter, parce que je pense que mon parcours, il est aussi différent. Je commence la production. Et en fait, donc nous on travaille là on a un tournage sur un documentaire donc qui parle du sport et de femmes handicapées, mais on va de l'enfance jusqu'à, je dirais, pour le moment la personne qu'on voit qui est la plus âgée, elle a 65 ans, et de pouvoir parler en fait de parcours différents selon l'âge en fait et de la condition féminine. Mais dans ma petite expérience, les diffuseurs qui ont signé nos projets, qui sont axés plutôt sur l'émancipation des femmes via le sport, bonjour, et bien, quand j'ai signé, c'était des femmes qui nous ont signé, c'était pas des hommes. Alors, je peux pas en faire une généralité, mais tout de même, ça me questionne sur le fait que peut-être il y a une question de sensibilité, de prise de risque, en fait, sur une part de sujets où on n'a pas l'espace pour donner sa parole, et en tant que femme, je pense que ça, on sait toutes en fait ce que c'est, puisque surtout, en tout cas dans l'audiovisuel ou le sport, on est obligé de se battre pour pouvoir juste parler. Donc en fait, pour le handicap, je pense que clairement on est là-dedans. Il y a autre chose aussi pour moi qui joue et qui est lié à des rapports de pouvoir qui sont liés à des événements. Donc par exemple, on a pu travailler sur Little Miss Soccer avec Candice qui est ici et qui a amené ce beau projet. Mais en fait, c'est une femme qui nous a signé chez Canal, et il y avait la Coupe du Monde qui venait à Paris. Et sincèrement, je pense qu'aucun diffuseur n'avait pensé ça, n'avait anticipé ça. Il y a eu 2 autres documentaires qui ont été faits. Mais voilà, en tout cas, moi je me dis, ce sont des femmes qui sont arrivées avec ce sujet. La personne qui nous a signé chez Canal, c'était une femme. Et je pense que c'est pas rien. Là, sur Valable, le documentaire sur lequel on travaille, on sait qu'il y a les Jeux paralympiques. Parce que je sais que si on essaie l'année prochaine, on pourra pas. En tout cas, pas avec la force de frappe que je n'ai pas, puisque quand on commence, c'est aussi autre chose. Le monde de la production, il est difficile, il faut être connu, connaître, avoir déjà fait des choses et tout. Donc souvent, il y a des leviers politiques comme ça où les marques, les chaînes, elles ont besoin de dire « oui, je participe à ce message-là ». C'est un peu un levier aussi, je pense, qui
qui est lié à ce qui se passe, quoi. Et en fait, je me dis, un an après, il sera trop tard pour que, en tout cas, moi, je puisse le faire, ce sujet-là. Mais nous, on a eu presque que des femmes. 85% des aidants sont des femmes. Ouais, Les visiteuses de prison, lorsqu'une personne est condamnée dans une famille, celles qui visitent, 90% des personnes qui visitent en prison sont des femmes, 85% des aidants sont des femmes. Le soin, peut-être, l'égard, et ses préoccupations sont peut-être, on peut le dire, même si c'est nul et c'est genré et tout ça, mais c'est peut-être pas l'apanage, mais en tous les cas, peut-être pas la priorité, mais ça nous revient non pas de droit, mais peut-être de fait. C'est à méditer, mais il est vrai que les femmes sont plus concernées. Special Olympique, ça a été signé par une femme. Je fais un film sur la pédocriminalité, nous faisons un film sur la pédocriminalité, il est signé par une femme. C'est. Et aussi, en plus, tu es beaucoup sur des films, des productions avec des femmes. Je pense aussi aux Incorrects avec Alice Mia. C'est des sujets, finalement, que c'est des combats, finalement, pour chacun. Ouais, après, justement, c'est ce que disait Mickaël par rapport à son expérience. Mais en fait, moi, on disait, il y a des films, ils viennent vers vous. Donc, moi, j'ai pas été à l'origine de se dire, tiens, je vais créer ce film-là. Mais je pense aussi que quand des gens ont envie de raconter une histoire et qui parlent de l'émancipation des femmes, la parole, je pense que je la reçois, qu'on croit au fait que j'ai envie de me battre pour ces choses-là, puisque ce sont des choses qui m'importent. Et une fois de plus, pour les Incorrects, voilà, c'était chez Histoire, mais ce sont 2 femmes qui nous ont signé, on était 2 productrices. Par contre, on a toujours des hommes qui sont là et qui sont avec nous, et mine de rien, aussi dans ces stratégies qui sont utilisées, qu'on la modestie de se mettre à l'écart, mais aussi il y a des fois où moi, ça m'est arrivé qu'on ne me réponde pas parce que je suis une femme. Alors, je sors un peu du handicap, mais tout de même, en fait, c'est des stratégies. Une forme de handicap. Oui, et puis c'est des stratégies pour pouvoir dire comment on fait pour produire ces films. Et moi, il m'est arrivé que des gens ne me répondent pas, pour ne pas citer certains crêpes, des crêpes, dans le sport, je pense que vous connaissez, et bien de demander à mon associé homme d'envoyer un mail pour que le lendemain je puisse avoir une réponse. Alors que moi je me disais, ok, j'envoie des mails tous les jours parce que j'en ai marre, on ne me répond pas. Par contre, voilà, et d'avoir des hommes qui travaillent avec nous et qu'on puisse faire ça tous ensemble, c'est nécessaire. Cependant, en tout cas, moi je n'ai jamais eu l'expérience pour le moment d'être signée par des hommes. Ça, je connais pas encore. Voilà. On le ressent et la passerelle est toute faite avec Eric sur la fondation. Donc Eric qui a fondé la fondation Alice Mia, et depuis 3 ans il y a le festival du documentaire et du film Les Sportives en Lumière orienté sur sport féminin. Et est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? Je te laisse la main là-dessus, mais c'est vrai que parfois on jongle sur le fait que tu es un homme, que je suis une femme pour échanger avec certains interlocuteurs, pour faire passer certains messages en alterne. C'était un vrai challenge, parce que s'attaquer à un sujet où c'était un vrai handicap d'être une femme dans le sport. Quand j'ai créé la fondation il y a 10 ans, j'ai voulu tout de suite créer du contenu, parce que j'ai en mémoire un conseil d'un vieux monsieur qui me disait le contenu c'est l'audience, donc si tu veux faire de l'audience, il faut amener du contenu. Ça vaut sur tous les domaines de la société. Et j'ai mis 5 ans, 6 ans pour trouver une boîte de prod, éventuellement un diffuseur, pour pouvoir monter un documentaire qui raconte l'histoire d'Alice Mia. Stéphane est là, il a participé dans la salle, parce qu'il fallait, pour faire connaître et reconnaître cette femme, au petit truc tout à l'heure qui était complètement oublié dans l'histoire, il fallait qu'on puisse créer du contenu. Donc, et puis derrière, on s'est dit, c'est bien, mais s'il n'y a pas de festival dédié au sport féminin, il va falloir beaucoup. Donc la première année, en 2021, on a galéré pour trouver 10 ou 12 documentaires qui étaient assez hétérogènes en qualité et en quantité, pour faire un petit festival, un festival de 3 jours quand même à Nice, au musée du sport. La deuxième édition, on a eu un peu plus de monde. Entre-temps, l'Agence nationale du sport a mis beaucoup de moyens sur l'aide à la production audiovisuelle dans le sport féminin, et on a été les voir en disant nous on peut accompagner ce genre de documentaire en ayant au moins une fenêtre de diffusion sur quel festival. Et le dernier qui a eu lieu il y a un mois, pour la première année, on a fait une sélection. C'était royal, le lauréat est là, du film, qui était aussi en cours ici. Ah oui, d'accord, ok. Voilà.
plus qu'un jeu, je fais la pub. On a vraiment, ceux qui nous suivent depuis 4 ans maintenant ont remarqué à la fois la quantité et la qualité des documentaires. Cette année, ils ont eu beaucoup de mal pour choisir le lauréat, parce que c'était vraiment de très bonne qualité. Et c'est pas fini, puisque l'ANS, j'ai vu la semaine dernière, va encore continuer après les Jeux. Donc c'est pas forcément... c'était mis en place grâce aux Jeux Olympiques, mais l'effort va continuer. Et c'est un vrai parcours du combattant. Oui. Et souvent, tes interlocuteurs aussi sont des hommes. On voit l'ANS, c'est des hommes. À l'ANS, c'est bon maintenant, ça commence à s'équilibrer. Non, honnêtement, ça s'équilibre. Et puis, même les producteurs hommes commencent à faire des choses incroyables. Non, là-dessus, heureusement, les choses évoluent. Oui, on voit aussi qu'il y a de plus en plus de productions et surtout qu'elles sont montrées aussi dans le cadre de ce festival. Une question aussi pour tous les 4, et je pense que j'ai le maître du temps derrière moi qui va pas tarder à taper sur l'épaule. Mais je me disais qu'après, peut-être s'il y a des gens dans l'assemblée qui... Exactement, c'est pour ça que je pose la dernière question aux 4 intervenants et on passera la question à la salle. Tout va bien. Perturber le Vous êtes parfait. Merci, je savais déjà. Ça fait du bien. Tu parlais aussi, Leslie, tout à l'heure de l'aubaine de certains événements comme les Jeux paralympiques. Est-ce que tous les 4, vous pensez que justement ces Jeux olympiques et paralympiques va être une accélération aussi pour montrer certaines choses, pour produire davantage et justement en fait pour permettre de mettre en lumière encore plus des sujets dont on n'a pas l'habitude de voir et qu'on ne peut pas mettre outre mesure à l'écran? Bon, nous, c'est pas notre rayon. Je vais faire un premier élément de réponse. Forcément, puisque tout le monde va vouloir faire quelque chose et veut faire quelque chose autour des Jeux Olympiques. En plus, pour le côté égalité genre, c'est les premiers Jeux paritaires de l'histoire. Donc, la Fondation, tu sais très bien, on est sollicité de partout. Bon, mon sujet, c'est pas est-ce que ça va s'arrêter le 11 septembre ou le 12 septembre après les Jeux paralympiques, quoi. C'est qu'est-ce qui est mis en place et comment on peut rester surfer sur la vague et que la vague fasse un long run derrière le plus longtemps possible pour que ça continue et pas qu'au prochain Jeux Olympiques. Mais c'est sûr que d'ici là, on voit très bien que ça se développe, vraiment. Est-ce que par exemple, quand vous parlez de Théo Curin, je vois qu'il a fait aussi, il a marqué l'histoire par certaines de ses prouesses. Est-ce que ça a permis de valoriser certains films, documentaires dans lesquels il était? Ce qui est inédit pour Théo, c'est que pour la première fois, on parle du handicap, mais Théo s'adresse aux jeunes. À travers les différents projets qui lui sont confiés chez France Télévisions, il converse, il altérise, il partage, il met en lumière des très jeunes. Hein, on le voit dans ces différents, les différents modules qui lui sont confiés. Donc ça, c'est inattendu que l'animateur emblématique d'une jeunesse soit une personne en situation de handicap. Je trouve ça assez formidable. Maintenant, oui, Théo est un des facilitateurs, un des leviers et c'est un véritable outil pour beaucoup d'entre nous parce qu'il permet d'aiguiser un regard, d'ouvrir les cœurs, d'avoir une nouvelle grammaire et de pouvoir s'adresser. C'est plus une curiosité. Théo n'est plus, il vient de rentrer au musée Grévin, c'est plus une curiosité, mais on a ça avec beaucoup d'athlètes, de sportifs, et grâce aux réseaux sociaux, beaucoup d'influenceurs, sportifs ou pas, ont des tribunes et arrivent à éduquer. Encore une fois, Mickaël le disait, le truc c'est d'éduquer les regards, d'éduquer les plus jeunes pour que ça ne soit plus un problème. J'ai 53 ans, on m'a toujours dit, ne regarde pas, ça va le gêner. Maintenant, moi, je vois les gamins, ils y vont, ils checkent, ils parlent, et c'est pas un souci. Il faut que ça ne soit plus un souci, que la différence ne soit plus une frontière, un fossé, une entrave, mais au contraire, quelque chose, une invitation à vivre ensemble, une invitation à être plus fort, riche de nos différences, de nos particularités et de nos personnalités. Mais ça, c'est encore une fois, c'est l'école, c'est le cadre associatif qui se démène et qui n'en peut plus de se démêler, de se démener. Le problème, c'est une répartition des richesses, d'avoir des gouvernements, des régions qui se mobilisent véritablement pour dire ne faisons plus une particularité du handicap, mais faisons-les rentrer à la table, au même titre que mettons des femmes autour des tables lorsqu'il s'agit de signer des actes de paix. Mettons le handicap, là on est ici, on parle d'inclusion, ils sont où?
Ils sont où en fait? La région, les scolaires, vous avez pensé à faire venir les gamins des IME, les gamins de l'UNAPI, parce que moi je parle mais je marche. Je suis frappée du casque mais je pas de. Ils sont où? Ils sont où aujourd'hui? Ben ouais, mais c'est pas. Ouais, voilà. En fait, ils étaient invités par la région et le département. Et c'est pour eux, notamment, qu'on fait parce que c'est eux, c'est la nouvelle génération. Donc les festivals et la prochaine édition, je suis sûre, je ne sais pas qui vous êtes, mais je suis sûre que pour la prochaine édition. C'est notre président et le créateur du festival. Mais c'est très bien, c'est très bien. Je sais que monsieur le président va faire en sorte que pour les prochaines éditions, les plus jeunes d'entre nous, porteurs de particularités, seront représentés. Pourquoi ? Parce que ce sont les votants de demain, parce que c'est la France de demain et qu'il faut éduquer les regards. Mais ça nécessite des dispositifs. Des dispositifs, c'est des accompagnants. C'est de l'accessibilité. C'est des véhicules et c'est des aidants. Et tout ça, c'est du pognon. Donc, il faut encore une fois répartir. Je vous dis ça parce que nous, on vient de tourner avec un film extraordinaire pour Canal+, Affaires. J'espère qu'il sera attractif, mais Affaires extraordinaire, 90 minutes d'un champion hors du commun. Et je me retrouve avec des régions qui ont des antagonismes dans la répartition des richesses. Un film de 90 minutes, par exemple, sur, je sais pas, un financier ou quelqu'un qui aura des problèmes de choix sexuels ou des trucs un peu comme ça, on va venir aider. Mais raconter le parcours d'un héros en situation de handicap, une région, qui est une des régions qui finance le plus le cinéma, ne va pas mettre un copec dessus. Question de priorité. Il faut que les puissants, les présidents, se mobilisent pour qu'à la table, à notre toute petite table de l'audiovisuel, du cinéma, du monde du documentaire, du sport, la tribune fasse un tout petit peu de place. Mais ça, c'est juste une volonté. Le problème du handicap, c'est même plus nous. Les générations à venir, le cœur est gonflé, ouvert, on arrive à les éduquer, mais il faut du fric pour que les films passent dans les écoles, pour qu'ici on puisse... Moi, on a montré notre film tout à l'heure. Ils étaient où ces jeunes? Alors, je sais que les premières éditions, on n'a jamais le temps. Mais à nous aussi, si jamais on revient, on va se débrouiller avec les IME, avec les maisons d'accueil spécialisées, avec les associations, de dire « Venez, on va trouver, on va faire du covoiturage et des blablacars, on veut-tu, en voilà, et on va avoir des bénévoles et machin. » Laissons un petit peu de place à la différence si on veut vraiment que la différence soit un acteur majeur de notre société, je pense. Et ça commence ici. On va passer les questions à la salle qui très Désolé, président, on va se parler après. De réagir. J'aime votre engagement, c'est pour ça qu'on l'a fait. Montrer un autre regard pour donner envie et pour au contraire montrer la réalité. C'est la première chose. La deuxième, c'est qu'évidemment qu'on veut les jeunes. On a créé une compétition école pour les jeunes. Donc on veut que les jeunes soient là. Et on a essayé, bon, il y a le plan de Vigipirate et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ils ne sont pas là. Mais notre cible principale, en dehors de nous tous, c'était les universités, les écoles, etc. Parce que c'est eux. Mais en fait, finalement, cet autre regard, eux le portent. Eux l'ont déjà. Mais on veut... Et puis la troisième chose, vous le savez, on a montré des films qui ont créé une émotion et qui ont fait pleurer le public qui était là aujourd'hui. Vous avez peut-être vu, évidemment, je crois qu'il y a un des vôtres, mais il y a eu plusieurs films exceptionnels. Alors, De l'or dans les yeux, évidemment. Et puis il y a eu, qu'est-ce que j'ai vu aussi, Acrobate, la vie acrobate. C'est des films comme ça qui donnent le vertige et qui rendent heureux et qui portent un message sociétal. 50% des films de ce festival portent un message sociétal. 100% un autre regard, mais 50% Donc c'est vraiment tout ce que vous dites. Et je suis ravi que vous soyez là. Il faut le dire plus fort, plus haut. Mais il faut les sortir du cadre. Alors, que nous ne soyons pas ceux qui les regardent, invitons-les à se regarder eux-mêmes. Et vous voyez ce que je veux dire? Là où ça va être fascinant, c'est si on les fait sortir de l'image et qu'on les met là avec Parce qu'on va mettre une heure là de débat. Je suis prêt. On veut que toutes les différences soient là, quelles qu'elles soient, on est tous différents. Ils sont les héros des temps modernes, comme Mika, Jérémie ou d'autres, mais ce sont les héros d'aujourd'hui. Ils anticipent, ils voient tout, ils se préparent. Et puis s'il y a une réunion difficile avec un boss demain, j'ai une jambe en moins, donc c'est bon, je relativise. Ils sont extraordinaires dans beaucoup de choses. Encore une fois, les films qu'on a montrés aujourd'hui, cet autre regard, c'est beaucoup d'émotion, c'est beaucoup d'intensité. C'est formidable qu'on est tous des activistes. Avant, j'ai été à une table sur la filière, les femmes dans la filière audiovisuelle. On était tous, en fait, on est tous des féministes ou des humanistes, mais des féministes déjà.
Donc on est tous convaincus. On veut qu'ils viennent et on veut que toute cette grande famille, c'est pas la famille du sport, c'est la famille des gens qui aiment la vie et qui s'expriment par le sport ou qui expriment une certaine... donc je vous remercie. Vous êtes un bon président. Bon alors, question-réponse, peut-être. Aude, parce que je vois que tu Ça, je rejoins ce que vous dites. Moi, j'ai été dans une série pendant 6 ans qui s'appelle Vestiaire sur France 2, qui est vraiment... alors, je vais peut-être me foutre des gens à dos, mais... Extraordinaire. Mais qui, du coup, pour la chaîne, est une sorte de quota et qui est vraiment relégué à la 18 millième roue du carrosse de cette chaîne, alors que tous les acteurs et actrices que nous avons été dans cette série avons été très fiers de porter ce projet à l'écran. Mais effectivement, les gens faisaient Berk, des gens qui n'ont pas de jambes. Enfin, j'ai tourné avec Théo Curin, mais il y avait une espèce de dégoût de ce programme et de mépris, que ce soit. Enfin voilà, c'était vraiment le petit quota. Sur les réseaux qu'il y a eu, non, mais globalement, c'est-à-dire que c'est Non, mais ils ont ouvert la voie en fait. Ça a été les pionniers quand personne n'osait y aller. 13 ans d'une série qui, une fois sur deux, était déprogrammée pour autre chose, qui n'était pas du tout respectée. Donc, je vois un peu le truc. Donc, bravo. Il y a encore du boulot. Merci Aude. Bon, j'aimerais non pas une ovation, mais des cris de joie, merci, et d'applaudissements, merci. Bravo, merci.